Hello! Bienvenue dans la réalité du terrain, le podcast d'interview de professionnels du luxe qui souhaitent t'aider à trouver ta voie. Dis Nassim, ça veut dire quoi concrètement être Clienteling et Retail Project Manager Europe? Merci d'être là. Merci à toi. À nouveau. Et pour l'anecdote, Nassim a déjà eu l'honneur de participer à mon podcast, même si c'est un épisode qui n'est jamais sorti. Donc merci d'être venu à nouveau Avec plaisir. au micro du podcast. Est-ce que tu veux commencer peut-être par te présenter, parler un peu de ton parcours, de ce que tu fais actuellement? Bien sûr. Merci à toi déjà de me recevoir aujourd'hui. Du coup, je m'appelle Nassim, j'ai 27 ans. En termes de parcours, en termes d'études, après le bac, j'ai pu faire 2 ans de prépa HEC ou prépa économique, enfin, peu importe. ECE à l'époque. ECE, voilà, c'est ça exactement. Et ensuite, à l'issue de ces 2 ans, j'ai fait les concours et j'ai pu intégrer l'école de Neoma Business School, donc une école de commerce, qui est basée à Reims, Paris, Rouen. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés, pour l'info. Exactement, t'es dans la même classe. Oui. Et ensuite, on a aussi fait le même stage. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'était notre première expérience, notre premier pas dans le luxe, on va dire. Donc c'était un stage en boutique, Yes. donc vraiment un stage retail. C'était super parce que c'était l'occasion vraiment de découvrir comment le secteur du luxe fonctionne, la typologie des clients. Enfin, vraiment, ça donne un vrai aperçu. Donc, ça, c'était cool pendant plusieurs mois. Et ensuite, j'ai décidé de continuer dans le secteur du retail. Cette fois-ci, plutôt côté management. Donc, j'étais du manager dans le secteur du luxe, toujours dans un grand magasin. Donc, ça permettait d'avoir aussi l'aspect multimarque, management, plutôt transverse, on va dire. Donc ça aussi, c'était hyper intéressant. Et aussi l'aspect grand magasin, parce qu'avant, c'était en boutique. Et ensuite, à la suite de ces 2 ans, donc, qui étaient en alternance avec mon école de commerce, j'ai continué dans le retail. Et donc, je suis parti à l'étranger, à Dubaï. Dubaï. Et donc voilà, le Moyen-Orient, c'était une zone qui m'intéressait et je voulais également partir à l'étranger. Moi, j'avais pas fait de césure et tout, donc c'était un choix, ouais, un souhait de ma part. Et donc, je suis resté 1 an et demi là-bas. Et cette fois-ci, j'étais plutôt côté CRM clienteling, mais en boutique, car c'était un très gros flagship d'une marque de luxe. Donc voilà, on était presque 200 dedans, donc c'était un vrai... C'est presque une entreprise, quoi. Donc il y avait une équipe CRM à l'intérieur de la boutique et j'étais là-bas pendant 1 an et demi. J'avais également d'autres missions sur place, donc j'étais aussi parfois sur le floor, parfois côté operations. Enfin, j'ai touché un peu à tout. Et ensuite, je suis revenu en France, back to Paris. Paris. Et cette fois-ci, j'ai continué dans le CRM clienteling, mais au siège, donc c'est où je suis actuellement. Donc pour toute la clienteling project manager pour toute la zone Europe, où voilà, donc j'en charge la partie clienteling pour tout le réseau des boutiques en Europe. Ok, voilà. Super intéressant. Même si je connais ce parcours par cœur. Mais pour nos auditeurs, je pense que c'est cool d'avoir un peu ce déroulé. Plusieurs questions, parce que tu as commencé du coup en retail, et donc pour ceux qui nous écoutent, le retail en gros c'est vraiment les boutiques propres, du coup que ce soit des maisons ou effectivement comme tu le disais un grand magasin, et ça s'oppose typiquement au digital ou du coup ou au wholesale effectivement. Wholesale, ouais. Oui, exactement. Ouais. Vraiment, les retail, c'est les réseaux des boutiques qui sont vraiment dirigés, en propre, managés directement en propre par les maisons de luxe. Tout à fait. Et en opposition aussi aux wholesale qui sont plus comme des concessions qui sont quand même, qui appartiennent quand même à la maison, mais qui sont un peu, qui sont un peu moins gérées. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Du coup, tu as fait pas mal de temps en retail. En soi, je présume, parce que je connais aussi bien ce métier évidemment, que tu es toujours en soi très en lien du coup avec le retail, quand tu t'occupes du clienteling. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être définir ce que c'est le clienteling? Déjà, juste sur 2 points, effectivement, tu as totalement raison. Je suis vraiment connecté avec les boutiques parce qu'en fait,
pour expliquer un peu, dans les maisons de luxe, pardon, dans la plupart du temps, il y a une distinction entre les équipes en centrale, donc globale, et les équipes régions. Donc souvent, il y a un siège dans les maisons de luxe où il y a les équipes qui gèrent plutôt, on va dire, la stratégie globale de l'entreprise. Et ces équipes-là travaillent avec les équipes en région. Et ces équipes en région travaillent en fait avec les boutiques. Donc moi je suis en région, donc pour la région Europe. Souvent c'est scindé comme par exemple IMIA, donc Europe Moyen-Orient, euh, Afrique ou Inde par exemple. Il y a aussi la part APAC, donc souvent Asie-Pacifique. Voilà, Asie-Pacifique, États-Unis, Japon, voilà. Donc Japon c'est qui est à souvent part entière. exactement, et Chine souvent aussi à part Ouais, entière. tout Donc à c'est fait. souvent les régions qui sont en équipe, enfin c'est souvent les régions pardon qui sont au sein des maisons de luxe. Donc ta question c'était C'était d'expliquer ce que c'était le expliquer le clienteling. clienteling. Le Oui, clienteling, ça aussi ça dépend en fonction des maisons. ouais, Parfois on tout à l'appelle fait. CRM, parfois on l'appelle Oui, clienteling. D'une manière générale, le clienteling, c'est la communication 1 V1. Donc, ouais, souvent, c'est one-to-one, le un peu. one-to-one, donc les vendeurs qui communiquent directement avec leurs clients. Euh, parfois, ça s'appelle aussi CRM, mais là où je suis, le CRM, c'est plutôt la communication entre One-to-many. one-to-many. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand l'entreprise va envoyer un email à une Ouais, des base de newsletters, clients, par exemple à tout à 40 fait. 000 clients. Mm. Le clienteling, c'est vraiment une communication personnalisée, une communication euh, Ouais, qui est beaucoup plus dans le c'est relationnel en ça, soi. beaucoup plus dans le relationnel, c'est Mm. ce qui va faire fidéliser le client et ce qui va vraiment faire connecter le client à la maison directement. Donc souvent dans toutes les entreprises de luxe, il y a des applications Ouais, qui tout à fait. existent en boutique, donc on appelle ça Mm. des applications clienteling. Et ces applications, dessus on peut contacter les clients, donc parce qu'il y a des activations en boutique avec les nouvelles collections, les événements, etc. Et ça permet de contacter le client directement, d'avoir des listes de clients qui sont intégrés dans cette application, qui sont ciblés plus particulièrement parce qu'il y a des segments, etc. etc. Donc c'est tout cet aspect-là. Et moi aussi, à mon niveau, ça permet aussi d'analyser en fait tout ça, tout ce qui ressort de cette application, comment la communication est faite dans les boutiques avec ces clients-là, pour pouvoir bien évidemment recruter encore plus de clients, les fidéliser, les faire aussi croître, on va dire, au sein de la maison, etc., etc. Ok, super clair. Et de fait, depuis que tu as commencé, tu as toujours été très en lien avec le client. Parce que de fait, tu as Mm. commencé en boutique, littéralement en tant que conseiller de vente. Après, tu es parti en retail en grand magasin où tu avais du management, mais en soi, dès qu'il y avait un sujet ou un souci avec le client, Mm. c'est toi qui, du coup, devais être en posture de pouvoir résoudre le problème. Puis après, tu es parti, du coup, donc CRM Clienteling, que tu fais encore actuellement. Donc, tu as toujours cet aspect un peu client dans ta Ouais. carrière. C'était un choix ou ça s'est fait un peu naturellement Je pense que ça s'est fait naturellement. Ouais. J'ai... C'est vrai que le retail, ça a toujours été hyper intéressant parce qu'en fait, on a accès à la fois aux produits, on a accès aux clients, on a accès vraiment à tout en fait. Et je pense que ça s'est fait naturellement d'une manière générale. Mais en fait, je trouve ça intéressant en fait parce que le client dans le secteur du luxe, c'est hyper central. Et en Ouais. fait, euh, tout le monde s'intéresse au client d'une manière générale. Même ceux qui sont dans les équipes produits, finalement, bah, c'est le client parce qu'on se demande ce que les clients veulent acheter. Enfin, il y a le profil du client, on appelle ça customer centric ou client centric, mais c'est vraiment au cœur de toutes les stratégies. Donc en fait, on finit toujours par tomber sur le client à la fin. Et je pense que ça s'est fait plutôt naturellement. Ouais. Ok, trop bien. Tu évoquais tout à l'heure le fait que tu étais partie du coup à Dubaï. Parce qu'effectivement, tu n'avais pas eu l'occasion de faire une césure, mais du coup, tu es partie Ouais. travailler du coup à l'étranger. Est-ce que tu peux m'en parler un peu comment ton expatriation s'est passée, ton intégration là-bas, la vie peut-être, même culturellement, tu vois, je sais pas s'il y a des grandes différences Ouais. avec la Euh, France en tant que local, expatrié quoi, et même au sein de ton poste, dans ton travail, est-ce qu'il y a des différences même culturelles tu vois, dans la manière de travailler ouais. ou autre? Non, totalement. Bah, je pense que c'est un pays quand même qui est hyper quand même, il y a un aspect occidental qui est fortement présent, donc on n'est pas totalement dépaysé quand on arrive aux Émirats. Ça reste hyper moderne, avec beaucoup d'immigration, d'expatriation, etc. Donc, mais c'est quand même un continent différent, avec une façon de travailler qui est aussi très différente, qui se rapproche plutôt de la façon de travailler, on va dire, anglo-saxonne ou Ok. américaine.
Donc plus que la façon française. En revanche, après, c'est vrai qu'il y a pas mal de Français quand même, surtout dans le secteur du luxe aux Émirats, donc on n'est jamais très dépaysé. Ouais. Mais oui, effectivement, c'était une zone qui m'intéressait, le Moyen-Orient, de par mes affinités personnelles, mais aussi dans le secteur du luxe, qui est une zone clé et très importante. Donc c'est quelque chose que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Et donc l'expatriation s'est très bien passée. C'est vrai que c'est beaucoup plus dynamique là-bas, on va dire, qu'à Paris ou en France. Pour le secteur du luxe, je parle. Le client a beaucoup plus on va dire, de pouvoir d'achat, on va dire. Oui, aussi. Oui, on va oui, pas se mentir. Il y a moins de... Les limites sont plus... comment dire on va dire qu'il y a moins de limites dans ce qui est possible. Donc si le client veut veut quelque chose, on va tout faire pour le faire. Donc c'est vrai qu'il y a plus ce côté de... ils disent beaucoup ça, c'est going extra mile. Donc vraiment se dépasser, faire le truc le plus wow possible, etc. Mais oui, les maisons mettent vraiment l'accent sur les événements là-bas, par exemple. Et c'est vrai que ça peut être très extraordinaire, hyper over the top, avec des endroits vraiment à couper le souffle. Donc ça, c'était vraiment quelque chose aussi de nouveau. Et c'est hyper intéressant. Et souvent, en plus, c'était des événements mondiaux qui se passent à Dubaï. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en termes de clients, il y a des clients de tous les continents qui viennent. Et ça, c'était intéressant parce que c'était vraiment... ça devenait presque une deuxième place, parce que souvent on connaît les villes de Fashion Week, donc Paris, Milan, Londres, etc. Et là, avoir des événements hyper exclusifs à Dubaï avec des clients du monde entier, c'était hyper aussi intéressant. Et bien sûr, les clients ont des demandes parfois hyper précises, et c'est vrai qu'on va tout faire pour le faire, aller chez eux, leur montrer des dizaines et dizaines de pièces. C'est vrai que c'est beaucoup plus... personnalisé finalement, je me dis. C'est beaucoup plus... on va au bout plus des choses, mais c'est aussi parce que le client est différent là-bas. Est-ce que tu ressentais vraiment une différence entre les clients qui peuvent être locaux à Dubaï versus des clients que tu as pu trouver trouver dans la rue comme ça, croiser genre en France ou dans d'autres expériences? Là où j'étais, les événements étaient vraiment scindés entre les événements plutôt en boutique et les événements en dehors qu'on appelait les outside venues. Et c'est vrai que c'était deux types d'événements différents parce qu'en fait, c'est deux types aussi de clients qui sont visés. C'est assez différent et aussi, c'est pas le même budget non plus. Oui, forcément. Et c'est pas les mêmes collections, pas le même format d'événement. Donc c'est vrai qu'on essayait de séparer, mais dans tous les cas, les clients apprécient encore plus quand c'est des événements qui sont en dehors de la boutique. Mais effectivement, comme tu l'as dit, les grands flagships ont l'opportunité de faire des événements à l'intérieur de leur boutique parce que la plupart du temps, tu as aussi des salons privés, des espaces en fait qui permettent de faire des événements de boutique. Bon, ça peut être par exemple des trunk shows, donc par exemple refaire un peu un mini défilé au sein de la boutique en privé pour pour montrer en fait la collection au top client. Ça peut être oui, c'est surtout pour les lancements de collection, on va dire, à l'intérieur de la boutique. Mais pour des choses un peu plus exceptionnelles, c'est vrai qu'il y a la plupart du temps, c'est des choses en dehors de la boutique. Tu as aussi parfois des ouvertures de pop-up, pas très loin de la boutique. Donc ça peut être des pop-up, par exemple, vers la plage, donc en beach club. Ça pouvait être des pop-up au sein même du mall pour, par exemple, des activations précises, des moments locaux, donc, par exemple Ramadan, etc. Donc tout ce genre de choses. Donc, mais par rapport en France, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins d'événements. Quoique, il y a quand même pas mal d'événements qui sont faits aussi en dehors de la boutique à Paris. Et d'ailleurs, je trouve que les clients parisiens aiment beaucoup aussi les événements qui sont en dehors de la boutique. J'ai remarqué qu'ils ont beaucoup plus tendance à répondre présent quand c'est en dehors de la boutique. Ok. Et pour rebondir du coup sur ces événements qui peuvent parfois être un peu extravagants, est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais avant d'entrer dans le monde du luxe ou que tu avais vu peut-être, je sais pas, quand si tu étais plus jeune, tu regardais les défilés, etc. Tu savais que le monde du luxe c'était un peu beaucoup de paillettes, etc. Est-ce que ça t'a surpris, tu vois, de dire ah oui, on peut aller jusque là pour tu vois, des clients alors que t'es quand même censé être une marque
avec une prestance, enfin, tu as une vraie posture et tout, tu te dis, ah oui, bah, en tant que marque, on doit ça aux clients. Ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui... C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que souvent, pour ceux qui ne sont pas forcément dans le secteur du luxe, on a accès aux événements, enfin, on voit les événements surtout presse, Ouais, tout à fait. PR, les événements autour de la Fashion Week, on voit les influenceurs qui reçoivent leur gifting, leur soirée un peu influence VIP, etc., des marques, et leur voyage presse et tout. On voit beaucoup ça, mais en fait, on voit très rarement ouais. les événements vraiment clients, donc des vrais clients qui achètent. Et c'est vrai que c'était une découverte moi aussi quand je suis arrivé, enfin quand j'ai commencé dans le secteur du luxe. Et effectivement, oui, c'était quelque chose dont je savais qu'il y avait des événements, mais je ne connaissais pas la nature, le format, tout le travail derrière, etc. La nature, et même, comme tu as dit, à quel point on pouvait aller loin, et ce qui est normal aussi, parce que comme tu as dit, c'est aussi ces clients-là qui achètent, finalement. qui achètent les produits. Ouais. Donc ouais. Ok, trop intéressant. Du coup, toi, qu'est-ce qui t'avait attiré dans le monde du luxe? Enfin, pourquoi t'avais voulu y entrer, enfin le rejoindre? Est-ce que c'était parce que tu regardais les Fashion Week quand t'étais plus jeune? C'était la mode? Est-ce que la haute joaillerie? Enfin, tu vois, je sais pas. J'ai toujours été intéressé par la mode d'une manière générale depuis tout petit. Donc c'était le secteur qui m'intéressait le plus. Donc la mode, puis le secteur du luxe d'une manière générale, donc les maisons de mode en fait. Et, et en fait, mes premières expériences ont confirmé mon goût pour ce secteur-là. Ok. J'aimais bien l'aspect un peu émotionnel, en fait, on va dire. Derrière toutes les campagnes, le marketing, l'aspect smell derrière un produit, ce que le produit peut représenter pour le client, etc. Donc ça, c'était quelque chose qui était intéressant pour moi. Le savoir-faire des produits, le côté un peu exclusif, la créativité, l'aspect artistique aussi. C'est une des seules industries où vraiment la direction artistique a un poids énorme en fait dans dans tous les projets, dans toutes les directions en fait que l'entreprise prend, ça reste quand même la direction artistique, parce que le directeur artistique va diriger aussi va ériger en fait un peu toutes les collections, toute la direction en fait de la maison de manière générale, et ensuite après tous les services, tous les départements s'adaptent aussi à cette direction artistique, et ça a un impact aussi sur le business directement. Donc je trouve ça aussi intéressant d'avoir cet aspect artistique, parce que j'aime bien aussi le domaine de l'art et de la culture de manière générale. Et voilà. Trop bien. Et c'est quelque chose que tu as retrouvé du coup en y entrant? Oui, ouais. Moi je trouve que oui, parce que dans les collections d'une manière générale, il y a le storytelling, il y a les inspirations, il y a les archives de la maison, il y a tout ce côté vendre du rêve en fait aux clients. C'est quelque chose qui est hyper présent, et c'est pour ça qu'il y a une partie de formation aussi qui est hyper importante. C'est vrai que pareil, je pense pas que ce soit dans toutes les industries où il y a tous des départements liés à la formation pour vraiment faire apprendre les produits, l'histoire de la maison, le storytelling, etc., pour que tout le monde soit en fait dans l'univers de la maison, et que tout le monde soit un peu ambassadeur en fait de la maison. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose que tu fais aussi, les trainings en boutique, ou il y a un département en particulier? Il y a des gens qui s'occupent vraiment du training. Moi, les trainings que je fais, c'est vraiment training CRM, les lignes. clients, Mais, oui, pas forcément sur les produits. Mais j'en ai déjà fait un peu aussi avant, dans mon expérience d'avant, plutôt en boutique, parce qu'en fait, quand la collection arrive, j'étais aussi sur des trainings de la collection. Donc, Aussi pour présenter aux clients les objections potentiellement, etc. Exactement. Ok. Trop intéressant. Je veux dire ça tout le temps, mais... Et toi? Et moi quoi? Pourquoi le secteur du... Est-ce que c'est aussi des choses qui t'ont attiré dans le secteur du luxe? Moi, c'est assez marrant la manière, je pense, dont j'y suis tombée, parce que c'est pas du tout oh waouh, les défilés. Enfin, tu sais, genre, je les voyais de loin. J'étais un peu en mode oui, bon, ok. Sans plus. En fait, moi, c'est l'aspect conceptuel, effectivement. Mais plus parce qu'initialement, comme tu sais très bien, je suis fan de K-pop. Et en fait, j'aimais beaucoup l'aspect autour de, ok, t'as un comeback, enfin, quand tu débutes, mais quand un artiste revient avec un album, qui soit mini ou full, peut-être un concept sur l'album, un peu dans cette même manière que pour une collection, finalement.
Et où du coup, tout tourne autour du concept. Et ça va de la coiffure à tes vêtements, du coup, pour chaque show que les artistes font. Ou effectivement, jacket, album, etc. Et en fait, c'était cet aspect-là initialement où j'étais en mode oh waouh, genre j'aime trop. Aussi la raison pour laquelle j'étais dans la K-pop initialement, du coup, outre le chant et la danse. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder, mais attends, c'est joli ces petites tenues-là, machin, parce que j'aimais beaucoup la mode. Du coup, je tombais forcément sur des maisons de luxe et j'étais en mode ah oui, c'est pas un truc que je peux m'acheter moi non plus. Clairement, je peux pas juste aller en magasin et l'acheter. Ok. Et en fait, c'est par là que je suis entrée un peu dans le monde luxe. Et du coup, je remarquais après en mode ah, ça a l'air d'être, je sais pas, en mode ah, c'est du Chanel, ça, c'est du Balmain, machin et tout. Et en fait, c'est petit à petit comme ça, en regardant les tenues, parce que j'étais en mode ah, c'est joli quand même. Mais juste parce qu'en fait, j'aime bien le beau. Ouais. J'ai un peu cet attrait. L'aspect esthétique, ouais. Mais je pense que c'est un truc qui est présent chez toutes les personnes qui sont attirées qui travaillent dans ce secteur du luxe. C'est l'esthétique en général avec un grand E. A une grande importance. Ouais, vraiment, que ce soit le design d'intérieur, l'art, la mode, etc. La vaisselle, l'art de vie. L'art de vie, ouais. Enfin, bref, t'as compris tout. Voilà. Tout à fait. On parlait, on a parlé à maintes reprises, mais du fait que justement cet aspect un peu esthétique pouvait paraître parfois un peu superficiel. Pour autant, dans ton discours, tu mets quand même vachement en avant le fait qu'il y a de réelles stratégies derrière, qu'il y a beaucoup d'efforts et de travail derrière tout ce qu'on voit qui nous paraît un peu superficiel. Ouais. Et tu mets notamment en avant l'aspect business qui est beaucoup plus important peut-être que ce que tu pensais avant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Ouais, totalement. Mais en fait, je vais presque pas contredire, mais aussi apporter des nuances à ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect la direction artistique, à quel point là c'est important et qu'il y a une direction érigée par les directeurs artistiques, etc. ou la directrice artistique. Donc oui, en fait, comme tu as dit, c'est vrai que beaucoup sous-estiment peut-être le travail derrière, mais c'est derrière chaque lancement de produit, derrière chaque campagne, derrière chaque design, que ce soit la couleur, le logo, la personne qui a été le mannequin, la musique, enfin tout a une importance. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un travail derrière. Et c'est des choix très stratégiques en fait pour la maison parce que chaque choix a un impact en fait commercial d'une manière générale. Donc même s'il y a un aspect artistique qui est très fort, il y a quand même un marché qui est quand même compétitif et quand même de plus en plus compliqué et de plus en plus volatile. Et c'est vrai que l'aspect commercial est majeur. Et on peut le voir dans tous les, de manière générale, les groupes de toutes les maisons de luxe. C'est vrai que c'est quand même, il y a quand même une logique, bon certes qui est artistique, etc., mais il y a aussi une logique commerciale et business derrière. Avec l'acquisition de maisons, etc. Donc c'est vrai que donc voilà, c'est hyper important. Et il y a aussi tout le côté aussi savoir-faire des artisans aussi qui est aussi important. Donc voilà, je pense que rien n'est laissé au hasard. C'est quelque chose peut-être que les gens ne voient pas directement, mais c'est des heures et des heures de travail je dirais même dans tous les départements. Je pense qu'il n'y a aucun département dans le secteur du luxe qui est vraiment épargné mais à juste titre finalement, mais de cette rigueur, de cette exigence, etc. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, non, je suis assez d'accord. Ce que j'ai découvert en travaillant dans des maisons de mode, parce que je sais pas forcément comment ça se passe ailleurs, c'est que typiquement quand tu as un défilé, le styling est fait d'une telle manière voilà, qu'on aime ou on n'aime pas. Ça, après, c'est un peu tes goûts personnels. Mais en fait, la collection qui défile n'est pas forcément celle qui est produite derrière. Mais tu sais que ça... Enfin, tu sais que ça, quand je le dis, personne le sait. Et ça, c'est un truc que tu apprends vraiment quand tu es... Pareil, je suis grave d'accord. Je te laisse finir, vas-y, je t'en prie. Mais j'en parlais il y a quelques jours encore. Il y a des gens qui disaient, waouh, trop bien ce sac et tout. Dès qu'il sort, je vais l'acheter. Enfin, je vais le voir. Je suis en mode, non, mais en fait, ça se passe pas comme ça. Il y a toute la collection. Enfin, t'as le défilé. Après, t'as un showroom la plupart du temps où t'as les personnes qui étaient au défilé qui ont l'opportunité d'acheter ces pièces mais qui sont hyper exclusives. C'est comme presque des prototypes qui vont être produites, ça va être produit à l'unité. Et après, en fait, il y a tout un travail genre de rendre la collection peut-être un petit peu plus commerciale pour quand elle arrive en magasin, ça fonctionne. Et c'est là que l'aspect, comme tu disais,
commercial qui est hyper important. Et en fait, après, en boutique, il y a plein de pièces que tu retrouves pas. Ou peut-être une chemise qui était, par exemple, hyper asymétrique dans le défilé. Finalement, en fait, ça va être une chemise peut-être un peu plus simple que tu vas avoir en boutique. Ouais. Ou des couleurs aussi, typiquement, qui sont pas produites ou qui sont plus du tout celles que tu as vues sur le défilé. C'était du jaune, ça devient du noir. Exactement. J'ai exactement ça en tête. Mais oui, du coup, ça, c'est pour le coup, un des points qui m'avait vraiment... Oh, waouh. Parce qu'effectivement, tu vois, je me demandais, mais qui va porter ça Tu vois, des collections, peut-être plus de haute couture, parce que c'est encore plus extravagant, plus extraordinaire. T'es en mode, mais attends, qui achète ce genre de choses Et en tout cas, pour le ready to wear, donc le prêt-à-porter, sur des collections qui peuvent te paraître un peu... pas forcément étrange, mais un peu oh waouh, ok, pas forcément mon style. Enfin, ce que tu retrouves en magasin derrière et pas forcément le. Il y a un peu un décalage quand totalement, même. Voilà. Donc ça... Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai pas démystifié, mais que j'ai découvert vraiment en travaillant dans l'industrie, quoi. Ouais, pareil. Je sais pas du tout si c'est la même chose pour côté high jewelry, watches, etc. Parce qu'il n'y a pas de défilé en soi, mais... Ouais, mais il y a quand même des collections qui sont présentées de high jewelry et c'est des pièces... en fait, là, ça dépend. Parfois, tu as comme des assortiments avec le collier, la bague, etc. Et parfois, tu as genre la pierre que tu peux retravailler et faire un peu pas ce que tu veux, mais tu peux faire une demande de cette pierre. J'aimerais faire ci, ça. Et l'atelier peut décider de comment faire. Mais c'est un peu plus... en fait, vu que c'est tellement exclusif, c'est un peu comme la haute couture, quoi. Ok. Oui. Ok. En même temps, je me dis, tu sors... Enfin, vu le temps que tu prends à travailler sur une collection, je pense, de haute joaillerie, etc., tu peux pas dire... ok, alors en fait, ça va pas être produit. On a fait ça juste parce que c'est joli. Non. Non, clairement. Ok. Et est-ce qu'il y a, au contraire, du coup, quelque chose que... Enfin, peut-être un cliché ou pas, hein, mais en tout cas, une idée que tu avais avant d'entrer dans le monde du luxe qui s'est retrouvée être véridique, enfin, qui n'est pas un cliché, quoi. Je pense que quand même l'aspect élitiste du secteur du luxe et le profil de personnes en fait qui travaillent dans le secteur du luxe mais en général, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai retrouvé finalement dans le secteur mais qui ne m'a pas forcément étonné parce que c'est un peu cette image que j'avais. Ouais, c'est un peu connu et malheureusement c'est encore le cas. Bon, après, malheureusement, il y a l'aspect élitiste, il y a un aspect où c'est vrai que du coup on essaie d'avoir des personnes qui sont hyper motivées, compétentes, etc. Donc ça c'est aussi positif, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même si c'est de mieux en mieux, il y a quand même un manque d'ouverture sur le type de profil en fait qui sont recrutés initialement et depuis les postes vraiment juniors quoi. Donc c'est vrai que c'est souvent quand même le même type de profil. Donc il y a peu d'ouverture on va dire sociale, humaine, notamment à Paris je trouve, parce que c'est un peu aussi là où tout se passe et je pense que c'est là aussi où c'est le plus élitiste à Paris. Mais j'avais entendu aussi ça, des échos sur la même chose par exemple à Milan. Donc je pense que c'est l'aspect élitiste et manque d'ouverture et homogénéité des profils en fait. Oui, très souvent tu demandes aux collègues j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait c'est vrai qu'il y a peu de gens pour les gens à l'IT, parce qu'effectivement école de mode ou autre, j'en connais pas trop mais parce que bon, moi je suis dans l'aspect commercial, donc forcément les personnes que je côtoie, elles ont fait un peu la même chose, mais même dans les ateliers, tu vois, je sais pas, est-ce qu'il y a aussi un peu une diversité de profils ou pas du tout. Je verrai si à l'occasion j'ai l'occasion d'inviter quelqu'un. Mais tu disais aussi qu'il manquait de la diversité potentiellement même dans les postes. Ce qui est logique, hein, s'il n'y en a pas dès le début, il n'y en aura pas après, mais même les postes à plus haute responsabilité. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de... Après ça, je pense que c'est pas propre au secteur du luxe. Oui. C'est propre, quand tu regardes les boards, tous les conseils d'administration exécutifs d'une manière générale, c'est vrai que la plupart du temps, c'est des hommes blancs. Disons les termes. Et c'est vrai qu'il y a un manque de femmes d'une manière générale dans ces postes à très 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 haute responsabilité et encore plus de personnes de couleur en fait d'une manière générale. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est propre au marché du travail d'une manière générale,
Oui, tout court. D'autant plus qu'il se vérifie plus dans le secteur du luxe, je trouve. Qui est encore plus élitiste, donc forcément, ça renforce. Ça fait environ 5 ans que tu travailles maintenant dans le secteur. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant, mais que ce soit dans le secteur ou juste même sur le monde du travail de manière plus générale? Quelque chose qu'on t'apprend pas forcément à l'école, ou pas, des conseils que tu as pu recevoir même de proches ou autres sur le monde du travail, le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de l'intégrer? Non, en vrai, c'est hyper intéressant comme question. Je pense que la première chose, et je pense que c'est un peu le cas partout, c'est que la compétence ne parle pas toujours d'elle-même, en fait. Je pense que malheureusement, c'est important de pouvoir quand même se rendre visible, de savoir s'exprimer sur ce que l'on fait, même si c'est quelque chose qui est peu naturel, notamment en France, parce que c'est quelque chose de hyper normal dans les autres pays que la France. Notamment anglo-saxon. UK, US, au Moyen-Orient, etc. C'est vraiment... et je pense que c'est comme ça depuis l'école, en fait, depuis tout jeune, c'est vraiment se faire un pitch sur soi-même et dire que ce que j'ai fait, c'est le truc le plus stylé du monde et que... tu montrer que tu apportes de la valeur. Montrer que tu apportes de la valeur ajoutée, que ton travail est incroyable. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fait en France, notamment, qui est même pas du tout fait en fait depuis l'école. On nous apprend vraiment, je pense qu'il y a peut-être un peu plus d'humilité et de confiance en le travail de l'autre, et c'est quelque chose, et c'est pas plus mal. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est bien aussi. Mais c'est vrai que du coup, dans les entreprises, je trouve aujourd'hui, il y a une sorte de... Ça avance un peu à deux vitesses, parce qu'il y a quand même des gens qui osent, on va dire, montrer plus ce qu'ils font, etc., plus que leurs compétences. Et finalement, c'est vrai que parfois, tu peux avoir des personnes qui sont très haut placées ou qui ont des carrières assez remarquables, mais c'est vrai que parfois, c'est pas forcément centré autour de leurs compétences, mais plutôt autour de comment ces personnes présentent leur travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, notamment quand on fait une prépa, quand on fait une école, etc., vraiment ça passe vraiment par travailler. Ouais, exactement. Et après, c'est vrai que quand tu arrives en entreprise, ça peut être différent. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Et il y a aussi pas mal je pense, de zones grises ou de process qui sont parfois peu définis dans les entreprises. C'est vrai que c'est important de pouvoir s'adapter, de pouvoir faire un peu ses repères. Parfois, il y a des process, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, et personne ne sait comment ça fonctionne. Donc, tout en mode, bon, ok. Et c'est vrai que ça, c'est un peu les choses qu'on t'apprend pas forcément et que tu découvres en fait quand tu arrives en entreprise. Et après, ça va être un peu bateau, mais je pense que être fidèle à ses valeurs, je pense que c'est important. Donc voilà, savoir ce que l'on vaut et apporter du sens à ce que l'on fait de manière générale tous les jours. Ça, c'est important pour pas non plus aussi se perdre, ou pour pas avoir une vision de long terme. Je sais pas toi ce que t'en penses. Mais... Et toi? And you? J'adore. Pour rebondir sur ton tout premier point, tu disais les compétences font pas tout, etc. Je suis super d'accord, évidemment. Et c'est pas forcément lié au monde du luxe, je pense que c'est vraiment le monde du travail dans sa globalité. Parce que j'en ai parlé avec plusieurs personnes autour de moi, et on se dit souvent, dans la culture française en tout cas, t'as ce truc, en plus t'as fait la voie royale, donc tu fais prépa, une école de commerce, machin, etc., que ton travail sera forcément vu de manière positive, et c'est ça qui sera la clé de tout. Sauf que quand tu arrives du coup en prépa, de toute façon tout le monde travaille bien, du coup t'as un peu une claque déjà quand tu passes entre lycée et prépa, où t'es en mode ouais, je suis partie des meilleurs. Non, en fait, pas du tout. Donc là, tu vois des 3, des 1, t'es en mode oh waouh. Des notes entre 0 et 30. Quand t'as 10, t'es le roi du monde, genre. Donc déjà, t'as ce premier... t'as un peu cette claque dans la figure qui arrive déjà. Que tu ne retrouves plus en école, parce qu'en école, tu fais des QCM en général dans tes partiels. Oui, c'est après, ça dépend des parcours, hein, évidemment, mais la manière d'évaluer est totalement différente. Et sur l'aspect il faut savoir se vendre, etc., en fait,
c'est comme toutes les marques finalement. Tu es ton propre produit et tu dois pouvoir te vendre, tu dois te marketer. Et il faut que tout le monde sache la valeur que tu apportes. Parce que si tu n'es pas visible, en fait, tu fais ton job et c'est bien. En fait, tu es payé et personne pour. ne sait ce que tu fais, en fait. Personne ne sait ce que tu fais. Et pour autant, tu peux avoir soit des compétences, ou soit tu fais un travail un peu de manière régulière qui, en fait, apporte à tout le monde. Et le moment où tu le feras plus, en fait, il y aura des problèmes. Mais ça, si les gens ne le savent pas, du coup, on valorise pas forcément ta présence et potentiellement, tu te sens pas forcément utile parce que comme c'est pas valorisé, tu te dis, oui, ok, c'est mon travail, mais en fait, ça apporte quand même beaucoup plus que ce que tu penses. Donc, c'est aussi en ça qu'il faut aussi se connaître ses valeurs, etc. Et je suis tout à fait d'accord quand tu dis que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend en France parce que le système éducatif est pas du tout fait comme ça, quoi. En plus, ça s'internationalise de plus en plus. Enfin, les entreprises sont de plus en plus liées aussi avec d'autres bureaux qui peuvent être, par exemple, aux États-Unis, etc. Et c'est vrai qu'après, les façons de travailler, finalement, ça se confronte aussi. Donc ça affecte de plus en plus les entreprises en France, je dirais. Mais après, je trouve que c'est quand même intéressant, cette façon française de travailler, d'avoir aussi un peu cette humilité aussi. Oui, mais c'est sûr. Tu vois. Il faut aussi, pour le coup, démystifier il faut que ce soit parfait pour que ça soit lancé, typiquement s'il y a un projet ou autre. Parce qu'en fait, il y a un moment où il faut accepter que ça ne pourra jamais être parfait, déjà. Et que, en fait, si ça marche, go for it. Il y a un moment, tu peux plus te poser de questions de non, mais attendez, si ça, nanana. Il y a un moment, il faut juste le faire. On verra s'il y a des problèmes, on saura éteindre les incendies s'il y en a. Mais concrètement, moi, je sais qu'il y a plein de projets ou même de slides. Tu vois, tu dois rendre un deck pour une présentation, etc. Et tu te dis non, mais attendez, l'info là, elle est un peu approximative et tout. On s'en fout. On a besoin des grandes lignes. L'idée, c'est ça. Ok. Ça passe. Mais du coup, moi, je sais que ça a pris un peu un coup. Parce que j'étais en mode, mais. Ouais, c'est parce vrai. que j'ai ce truc. Ça arrive, je pense, à tout le monde après les premières expériences. Non, mais là, il manque une virgule. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais il n'est pas aligné. On s'en fout. À un moment, ce travail doit être rendu à une bonne heure. Ouais, parce que c'est le message global et la stratégie globale. Enfin, faut pas que ce soit faux non plus, hein, mais non, c'est sûr. Parfois il y a des choses où il faut un peu lâcher, et en plus il y a des deadlines qui sont parfois hyper short, donc t'as pas forcément le temps de refaire tout le truc en 10 minutes, alors que, enfin, tu vois. Sachant qu'en plus, souvent les personnes à qui tu présentes, elles ont 10 minutes dans la journée, donc si elles doivent retenir une information, en gros c'est ça. Bon ok, que ce soit 90, 85, ça dépend forcément de l'indicateur. Mais en gros, c'est pas non plus si éloigné, donc ça passera dans les grosses lignes, c'est la majorité, quoi. Mais ça, pour le coup. Faut pas que ce soit la NPS. Ouais, non. Parce que là, c'est une grande différence. 14,90. Ça n'a rien à voir avec les discussions actuelles, mais je vais juste revenir sur ton travail actuel. Parce qu'on l'a pas du tout. Enfin, on l'a pas tellement évoqué. Ouais. Tu es du coup Clienteling Project Manager pour la zone Europe. À quel type de personnalité du coup tu recommanderais ton métier? Je pose la question parce que j'ai eu déjà plusieurs fois la discussion avec des collègues où typiquement, moi je sais qu'il y a des aspects un peu plus business, un peu plus chiffres, où je suis un peu ça m'intéresse pas tant que ça, mais je comprends l'importance et l'utilité. Mais typiquement, rester derrière un Excel toute la journée, j'ai besoin un peu d'interaction sociale, même si je suis introvertie. Et dans mon métier, pour le coup, je sais que je suis beaucoup en réunion, je parle en anglais tout le temps parce que moi, pour le coup, je suis en centrale, donc je parle avec les régions de manière hebdomadaire, etc. Donc, il faut avoir une personnalité, tu vois, un peu plus avenante que quelqu'un qui est peut-être à l'IT, qui va gérer le back-office, les flux, les machins, etc. Du coup, je me pose la question de, toi, ton type de métier, à quelle typologie de personne, / personnalité tu recommanderais pour être un peu sûr et démystifier ce truc de « Ah, ça a l'air trop stylé, je veux faire ça. » Bah oui, mais en fait, la réalité du métier, c'est pas du tout ce que tu penses. Donc, tu vois, être styliste, est-ce que tu passes ton temps vraiment à styliser des personnes? Je ne suis pas certaine, tu vois. Donc, c'est un peu en ce sens que je pose la question. Non, c'est intéressant. Je pense qu'il faut une certaine polyvalence. Parce qu'en fait, c'est des journées qui... J'ai plein de tâches très différentes, en fait, dans la journée. Donc, je pense que c'est important de savoir, par exemple, passer 2 heures sur un report Excel, par exemple, pour préparer un document, et ensuite aller en boutique. Typiquement, parler à toute l'équipe. Pareil, il y a l'aspect zone. Peut-être, comme tu disais que tu étais en centrale, mais moi aussi, du coup, j'ai l'aspect zone.
Et donc pareil, parler en anglais un peu quasiment toute la journée, être à l'écoute, écouter aussi les challenges, les problèmes de chacun, pour pouvoir trouver des solutions. Donc les choses vont assez vite, donc c'est important de s'adapter, être polyvalent et être à l'écoute et être un peu alerte, on va dire, d'une manière générale. Et aussi de savoir, du coup, vu que tout va vite et que les boutiques n'ont pas forcément le temps, d'être clair et efficace dans ses communications aussi. C'est pas forcément les store directeurs, ils vont pas les directeurs de boutique ne vont pas passer toute leur journée devant leur mail à lire tout, etc., passer leur temps en meeting. Enfin, ils ont toute une équipe à gérer, ils ont plein de sujets. Le clienteling, c'est un sujet parmi d'autres sujets. Il y a l'aspect aussi il y a le visual merchandising, il y a l'aspect operations, il y a l'aspect commercial, il y a les stocks, il y a les retail. Enfin, ils ont tellement de choses à gérer qu'en fait, notre message doit être clair et efficace. Et je pense qu'il faut aussi être assez ferme aussi parfois. Enfin, savoir être ferme et direct quand il le faut. D'une manière générale. C'est vrai que le retail, d'une manière générale, c'est des gens qui ont quand même aussi pas mal de caractère. Oui, et c'est tout bien. à fait. Ouais, et il faut. Et il le faut parce que tenir une boutique, c'est aussi quelque chose de... Et c'est sportif. Donc c'est aussi de pouvoir se confronter en fait on va dire à des personnalités qui sont parfois assez fortes. Donc voilà, toujours être professionnel mais savoir aussi parfois être ferme et direct. Donc voilà. Et bien sûr collaboratif parce que en fait enfin moi dans mon travail actuel c'est vrai que je suis en lien avec pas mal de départements du manière générale, donc que ce soit les équipes globales, les équipes IT, les équipes retail, les équipes CRM, enfin les équipes visuelles, analytiques, donc images, etc. Donc en fait, il y a tous les départements en fait, donc c'est vraiment assez central et Ouais. polyvalent. Donc voilà, en Faut avoir termes des de... connaissances quand même dans beaucoup de domaines aussi pour faire comprendre pourquoi ton sujet est important aussi pour les autres. Ouais, savoir le lier en fait Ouais, aux tout à autres fait. sujets. Ouais. Les difficultés que tu as dû surmonter pour définir ton projet professionnel. Hmm. Est-ce que tu veux en parler? Ou est-ce que... parce qu'on là, on parle du monde du luxe parce que maintenant, on y est. Mais est-ce que tu vois, il y a eu des barrières à l'entrée, des difficultés quand même pour y accéder ou autre, tu vois? Ou est-ce que même dans toi, te dire, ok, bah, c'est vraiment dans le luxe que je veux Hmm. aller, c'est vraiment par la prépa, par l'école de commerce, Hmm. etc. Est-ce qu'il y a eu des, ouais, des questionnements, Ah mais bien sûr, des mais je pense barrières, que pareil pour toi aussi j'imagine. Bien sûr que oui. C'est très très loin d'être facile. Ouais. Enfin, je pense qu'il faut vraiment le vouloir Mm. et vraiment ne vraiment, vraiment pas baisser les bras, je pense. Euh, Parce qu'en plus, j'en ai vu baisser j'ai vu beaucoup de gens qui voulaient travailler dans le secteur mais je pense même, je dirais 80% des gens. Parce que quand tu arrives en école de commerce, c'est un secteur qui est hyper. La moitié des gens veulent faire ça. En plus, à Paris, bah, il y a énormément d'entreprises qui sont basées à Paris dans le secteur du luxe. Et en fait, t'as les trois quarts qui abandonnent parce que c'est assez... Soit c'est... Tu commences et en fait tu te rends compte que c'est peut-être parfois trop exigeant et tu te rends compte que bah, c'est pas forcément fait pour toi, ce qui est ok en soi. Euh, mais aussi parfois il y a beaucoup de gens qui se découragent avant même de pouvoir y entrer parce que c'est déjà très compliqué juste de pouvoir y entrer et d'y rester aussi parce que peut-être faire un stage ok mais faire un stage, plusieurs stages puis après avoir son CD etc. Et vraiment s'établir en fait on va dire presque dans le secteur du luxe, je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué et encore plus quand ton profil n'est pas forcément le profil type ni le type de personne que tu vois dans le secteur du luxe. Donc je pense qu'il faut vraiment pas baisser les bras si c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire et vraiment croire en soi. Mais alors, ça peut paraître bateau ce que je dis, mais c'est vrai que moi, il y a beaucoup de moments où je me disais, mais je vais peut-être faire autre chose, parce qu'en fait, c'est tellement compliqué que... Et je pense que tu t'es dit aussi la même chose. Je me suis dit, non, mais attends, mais pourquoi je me Pourquoi bats je me autant? bats Pourquoi autant pour je ça en suis fait? sens Ouais. obsessed là de vouloir faire ce truc? Enfin, il y a plein de... je fais autre chose, et puis c'est bon, Vraiment. ce sera plus simple. Notamment quand tu commences à chercher un stage, etc. Quand t'as jamais eu une expérience en luxe. Ouais. Même si t'en as eu une, c'est pas forcément... C'est pas ton passe-droit pour que t'en aies par la suite, Et quoi. que t'as pas Donc, forcément de réseau, parce ouais, qu'il y a plein de choses qui jouent, mais c'est clairement. vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi un réseau qui est déjà préétabli avant même d'avoir entré. Donc en fait, Les cartes effectivement, sont on déjà part jouées pas. alors que... Ouais, en fait, on part clairement pas Mhm. du même niveau, du même point de départ. Donc ça, je pense que c'est des. Et encore plus, bah, on a parlé on a parlé de l'aspect élitiste, et ça, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup, du coup, dans cette.
dans cet aspect-là. Donc, ouais, je pense que c'est les difficultés, on va dire, que j'ai pu rencontrer, que beaucoup ont rencontré aussi. Dernière question que je t'ai demandé de préparer parce que je pense qu'en live, c'est un peu compliqué quand même. Mais qui m'est venue à l'idée parce que, bon, comme tu le sais, j'aime beaucoup la lecture, etc. Je lis beaucoup. Si on devait lire ta 4e de couverture, parce que tu présentes ta biographie, ton livre, qu'est-ce qu'on pourrait lire? Alors, est-ce que tu es prête, Dina? Oui, je suis prête. Je pense que ce serait curieux du monde, mais fidèle à lui-même. Il avance sans chercher à plaire, mais toujours à comprendre. Libre dans l'esprit, rigoureux dans les gestes, il questionne, il observe, il choisit. Son regard capte les formes, les idées, les silences. Rien n'est anodin, tout est potentiel. Ouvert sans être perméable, exigeant sans se figer, il cultive une manière d'être au monde, sensible, précise, profondément esthétique. Une quête d'authenticité qui ne crie pas mais qui trace, à sa façon, une ligne claire, quelque part entre intuition et conscience. J'aime trop. Ça me donne envie d'écrire le livre du coup. Mais de ouf. Et je veux le lire. de sortir ce livre. Prochain épisode, c'est pour mon livre. Ah, j'adorerais. Non mais oui, je te jure, j'ai lu ça, j'étais en mode mais il est où le livre là? Je peux le lire ou... Je suis en train de teaser là. J'ai que la 4e de couverture. J'ai pas d'histoire, j'ai rien, mais j'ai la 4e de couverture. Faut commencer quelque part. On a dit mais c'est pas parfait, on y va. Ah, j'adore. Mais ce que je te disais juste avant, enfin c'est très impersonnel en soi parce que tu vois, il y a pas de ton, il y a pas de nom, il y a pas de lieu, tu personnifies pas en soi. Enfin, on lit pas un personnage, tu vois. Pour autant, tu vois, si tu devais être dans un film, tu vois, j'aime bien le plan de caméra en mode omniscient, un peu partout et tout. Vraiment, je me vois trop. Hein. Ok, il y a la série Netflix aussi, du coup. Avec le livre qui est adapté, du coup. C'est bon, là, j'ai tout. J'adore. Je vais juste te remercier, alors. Merci à toi, Dina. C'était hyper intéressant. Non, franchement, c'était hyper cool de parler de tous ces sujets avec toi. Trop bien. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Pose tes questions en commentaire ici ou @ la réalité du terrain podcast sur Instagram. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Une zone libre où tu veux partager des éléments supplémentaires. Alors, le comeback de Blackpink. Jump. Toi. Toi. Je l'ai dit trop mal. On va clairement, toi. Dans un mois, ça va être trop bien.